Elles sont animatrices, journalistes, chanteuses, cuisinières, directrices d'entreprise. Elles ont toutes le point commun de s'être imposées dans des milieux encore très masculins. Dans la tête de tous, c'était mon frère qui devait être cuisinier, pas moi. Je ne fais pas aucun dictat de la mode. Je suis inclusive depuis toujours. On pardonne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Ce sont toutes des femmes actuelles. Julia Vignali m'a donné rendez-vous dans le café d'un grand hôtel parisien. Ce jour-là, la météo est toute triste. Mais cet échange m'a franchement réchauffé le cœur. Vous savez, ce genre de rencontre qui donne la pêche. Ses débuts de mannequin, son évolution à la télé, affaire conclue, on a retracé son parcours. Aujourd'hui, je me trouve avec Julia Vignali. On est un peu déprimés toutes les deux, il fait moche, c'est fin février. On s'est dit que peut-être cette conversation allait un petit peu nous remonter le moral. Bonjour. Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous. Je vais essayer de vous remonter le moral. C'est vrai qu'il fait très très gris, il faisait nuit à 14h. Oui, franchement. c'est vrai. Est-ce que le soleil s'est vraiment levé à vrai dire ? Il s'est levé dans mon cœur, Marie-Amélie, et dans le vôtre, j'espère. Alors, Femmes Actuelles, le podcast, c'est l'occasion de donner la parole à toutes ces femmes qui ont fait bouger les lignes. Et vous faites partie de toutes ces femmes qui ont fait bouger les lignes. Et oui. J'aimerais qu'on retrace un petit peu tout votre parcours. Et on va commencer par le début. C'est logique. Je suis née un 13 juillet 75. On commence vraiment par le tout début. Et bien, si vous avez envie de parler de votre enfance et que ça a un sens sur la personne que vous êtes devenue, logiquement, on peut. Toute enfance a un sens sur la personne qu'on est devenue. Écoutez, moi, j'étais une enfant assez solitaire, assez réservée. Mais je considère que je suis toujours une personne réservée d'ailleurs, ce qui étonne toujours mes interlocuteurs parce que j'ai l'air assez volubile et voilà. Mais moi je suis assez timide et donc j'étais une enfant timide et j'essaie de me débarrasser de cette timidité, notamment quand je suis à la télévision parce que c'est plus pratique. Mais je redeviens une timide dès que je rentre chez moi. J'aime bien être timide et j'aime bien être réservée. Voilà. Donc j'étais une enfant réservée d'une famille très simple. Voilà, un papa qui était visiteur médical et une maman. Donc visiteur médical, je rappelle qu'elle allait faire quelques rendez-vous 5-6 par jour avec des médecins pour leur parler de médicaments. Et moi, ma mère travaillait à la SNCF, famille de cheminots de mère mon grand-père était cheminot, ma mère travaillait à la SNCF, donc j'ai pas payé le train jusqu'à l'âge de 25 ans. Marie-Amélie, vous levez le doigt, vous êtes fille de cheminot aussi ? Alors, arrière-petite-fille et fille de cheminot. Donc voilà, on a un point commun. Donc voilà, mon enfance. Et vous savez quoi ? Oui, mon enfance me construit et je sais pas si c'est votre cas, mais j'aime beaucoup le train. Et quand j'ai le choix entre voyager par le biais du train ou par le biais de l'avion, je choisis toujours le train. On est bien dans le train. Qu'est-ce qu'on est bien. Et mon papy, quand j'étais petite, on habitait à côté de la gare de Lyon. Enfin, il habitait à côté de la gare de Lyon. Et quand il me gardait le mercredi et qu'on ne savait pas quoi faire, comme on ne payait pas le train, et ben on allait gare de Lyon et on montait dans n'importe quel train. Alors c'est risqué ceci étant maintenant parce qu'on peut se retrouver très loin. Oui, à l'époque c'était pas. Il devait bien choisir les trains et on arrivait à faire des allers-retours le mercredi. Je prenais le TGV avec mon papy et puis et il me disait t'as vu là ça va à plus de 200 et c'était la folie quoi. C'est vrai. Et c'était gratuit surtout. Voilà pour mon enfance. Une enfance heureuse alors. Voilà, une enfance beaucoup dans les trains. Alors, on le sait peu, mais vous avez eu un tout autre métier avant d'être animatrice télé, travailler dans le marketing. Oui, j'ai fait une école de commerce, j'étais une très bonne élève. Donc j'étais une enfant réservée, très bonne élève. Très bonne élève, pas tant que ça, je m'y suis mis sur le tard, mais en tout cas j'étais une bonne élève au lycée, ce qui m'a permis de faire de grandes études, une prépa HEC, une école supérieure de commerce qui me destinait au métier soit de la finance, soit du marketing. Moi, j'étais déjà plus dans l'idée du marketing, de la communication. Et quand j'ai cherché mes premiers boulots, j'ai trouvé un stage en maison de disques parce que j'aimais beaucoup la musique, les concerts, tout ça. Et puis j'avais un copain qui avait trouvé un stage en maison de disques qui me dit mais c'est génial, le matin on va bosser en basket. Et pour moi, c'était un bel argument. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est vrai. Mais je trouvais ça tellement cool d'aller bosser en basket et j'aimais les concerts. Donc j'ai commencé à décrocher un stage chez Polygram et puis ensuite j'ai été embauchée chez Universal Music. J'ai travaillé dans un label qui existe encore évidemment, qui s'appelle Polydor. J'étais dédiée au service international, donc j'allais chercher des artistes qui venaient en France. J'allais les chercher à l'aéroport. Je parlais déjà très mal anglais, mais je leur faisais la conversation. Zucchero, Eagle Eye
White Cherry, je me souviens de ces noms-là. Et je participais à ma petite échelle à leur succès. C'était mon premier métier. Alors, il y a eu aussi, vous êtes apparu dans des publicités au départ, Oui. c'est ça? Alors après, j'ai quitté donc ce métier du marketing. J'ai quitté. Voilà, j'ai quitté le projet. Non, alors là, j'avais vraiment pas fait le tour, mais parce que vraiment, je ne faisais que commencer. J'ai fait juste le tour sur moi-même, le temps de m'apercevoir que j'envisageais pas de. C'est pas fait pour vous. Non, c'est pas ça. C'est que c'était l'entreprise. C'était vraiment très sympa la maison de disques. C'est ce qu'on faisait, à mon avis, peut-être de plus sympa en termes d'entreprise. Mais malgré tout, vous ne gommiez pas cet aspect entreprise, c'est-à-dire la hiérarchie, la rentabilité. Ouais, tous ces trucs-là qui m'étaient assez étrangers. Et j'avais envie de plus de poésie. Et donc, j'ai décidé de devenir comédienne à l'âge canonique de 25 ans. Parce que 25 ans, c'est tard pour décider de devenir comédienne. Et j'ai commencé à m'inscrire dans des agences de publicité pour faire comédienne de pub en fait, parce que comme mes parents, SNCF, visiteur médical, je me disais que j'avais pas trop d'entrée dans le cinéma. Et donc je me suis dit comment qu'on fait, et là j'ai rencontré quelqu'un qui bossait dans une agence de publicité et qui me disait mais des filles comme toi on en cherche nous pour faire la voisine. La voisine en. Des filles comme toi, ça veut dire quoi? Des filles un peu en proximité, comme ça, jolies mais pas trop, c'est-à-dire jolies mais pas top modèle, comédienne mais pas trop, c'est-à-dire qui sait aligner 3 mots, mais c'est pas non plus Marion Cotillard. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un métier en fait entre comédien, mannequin, bonne gueule, sympa. Et je dis, mais voilà, j'ai une bonne gueule et je suis sympa, peut-être que je peux en faire un métier. Ça peut être un tremplin aussi, peut-être? Moi à l'époque, je pensais que ça allait être un tremplin. Moi je voulais être évidemment Charlotte Rampling et je voulais pas simplement manger des yaourts. Mais j'ai plutôt mangé des yaourts. Mais avec grand bonheur. Vous gardez un souvenir génial. génial. Pendant 10 ans, j'ai été comédienne de pub. C'est-à-dire que j'ai fait 5 ou 6 castings par jour. Un coup, il fallait être habillé de telle ou telle façon, etc. Donc en fait, je me suis grimée au moins 5 fois par jour. 5 fois par semaine, j'avais 25 castings par semaine pour décrocher le Graal, soit une pub pour les yaourts, soit une pub pour conduire une voiture, soit une pub pour me mettre une crème hydratante sur le visage. Et je trouvais ça génial. Et je pense que, au-delà du côté rigolo, que je tiens cette capacité à savoir me vendre et à avoir confiance en moi de cette époque-là. Parce que quand 25 fois par semaine, il faut vous présenter, vous dire qui vous êtes et pourquoi vous seriez mieux que la voisine, pour être choisie, je pense que ça rend. Ça vient de là. Ouais, ça vient de là. Alors, vous avez été Miss Météo aussi, la matinale de Canal+. À cette époque, on a l'impression que je parle il y a C'était quand très même longtemps. Il y a au moins 15 ans. Mais les Miss Météo, c'était quand même très cliché, en fait. Est-ce que vous avez vécu ça comme ça, en fait? Est-ce que vous aviez l'impression d'incarner quelques clichés? Voilà, quel souvenir vous gardez de cette période-là? Non, parce que en fait, les Miss Météo dont vous parlez et que moi j'admirais, c'était les Miss Météo du grand journal qui était vraiment la messe du soir à l'époque. Et c'était pas moi, parce que c'était justement des nanas qui étaient beaucoup plus mannequins que moi, et je rentrais déjà pas dans les critères de beauté de ces femmes-là. Et je me souviens que quand la directrice de casting m'a appelée pour justement faire ce casting de la Miss Météo pour Canal, tout de suite j'ai pensé à ces figures-là et je lui ai dit mais je suis trop vieille, j'avais déjà 35 ans, vous imaginez? Alors déjà que 25 ans pour être comédienne c'était un âge canonique, alors pour être Miss Météo à 35 ans c'était la folie. Je dis mais jamais ça va marcher, et elle m'avait dit mais fais-le parce que là c'est pour la matinale. Donc c'est pas le même délire. Critères. C'est pas les mêmes critères. Et donc on était déjà beaucoup moins dans les clichés le matin. Okay. C'était la Miss Météo du pauvre, mais dans le très bon sens du terme. C'est-à-dire loin des clichés, et c'était très agréable à faire. Et j'en garde des super souvenirs. Et j'ai pas du tout eu l'impression d'être une potiche à ce moment-là. C'était pas du tout l'ambiance. Pas du tout l'ambiance de la matinale. C'était une émission d'info. C'était Maïté Nabirabin qui l'a dirigée. Autant vous dire que c'est pas une potiche et qu'elle aurait pas accepté d'en avoir une à ses côtés. Ça c'est sûr. On s'en souvient un peu aussi, mais vous avez fait des apparitions dans quelques films. Je me souvenais pas, mais dans La Beuse de Michael Youn. Oui.
Alors oui, j'étais coupée au montage dans La Beuse. C'est pour ça que vous vous en souvenez pas. Par contre, je suis sur le DVD des gens coupés au montage. Alors, mes sources ne sont pas bonnes, pardon. Mais vous avez été coupée au montage alors? Oui, voilà, j'ai fait partie de ces gens coupés au montage. Et la seule bonne nouvelle de cette expérience, c'est que grâce au fait que j'ai été coupée au montage, le réalisateur François Dezania, adorable, qui était hyper emmerdé pour moi, parce que c'était juste mon premier rôle, vous êtes coupé, ça ne donne pas un très bon signe pour la carrière, m'a proposé de participer au DVD avec une émission animée par Édouard Baird, qui recevait tous les gens coupés au montage et une sorte de talk show, genre pourquoi j'ai été coupée au montage. Donc en fait, cette expérience s'est transformée en franche rigolade. En running gag vous après. ne me verrez pas dans La Beuse, mais vous me verrez dans le supplément DVD avec Édouard Baird. Alors je vais rattraper ce retard parce que je me suis dit mince, je n'ai aucun souvenir. C'est normal. Donc c'est normal, ok, ouais, d'accord. Ouais. Quels sont, après, comment ça s'est enchaîné et surtout comment vous avez été approché déjà cette première fois? C'est quand même quelque chose de faire son entrée dans le cinéma, c'est quelque chose que vous espériez? L'entrée, vous avez vu l'entrée, quoi. L'entrée un peu ratée. Ouais, l'entrée complètement ratée. Non, en fait, la période dont vous parlez, c'était la période où j'étais comédienne de publicité. Et de temps en temps, il est vrai qu'on me proposait un peu des petits rôles comme ça, à droite, à gauche, dans le cinéma, mais ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Ça n'a pas porté ses fruits. Et donc, c'est pour ça que toute cette période de pub ou de petits rôles comme celui que vous indiquez, il y en a eu plusieurs. J'ai fait des téléfilms aussi. Oui. Seconde chance. Alors ça, c'est après. C'est encore après. Parce qu'en fait, pendant cette période-là, j'ai eu pas mal de petits rôles comme ça, mais pas beaucoup de jours, comme on dit, pas beaucoup de cachets, tout ça. Et en fait, j'ai dû attendre effectivement Seconde chance, qui a été vraiment le premier grand rôle qu'on m'a proposé, c'est-à-dire avec une vraie récurrence. 180 épisodes. C'est quand même la première fois qu'on me proposait un feuilleton quotidien. Et quand on voit le carton en ce moment, c'est exactement. plutôt On était hallucinant. précurseurs. Vous savez quoi, on est arrivé 10 ans trop tôt. Ben, si Seconde Chance était lancé maintenant, ça pourrait être un phénomène de société. Je le dis parce que c'était vraiment très marrant. On m'en parle souvent. Il y a des gens, généralement les insomniaques, parce que c'est rediffusé entre 3h et 5h du matin. Donc des insomniaques. À l'époque, ça a été diffusé à 16h en pleine journée, donc c'était pas évident. Ça a été un peu sacrifié en fait. Donc maintenant que je parle avec vous, je suis en train de me dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai tenté de faire du cinéma, soit j'ai été coupée au montage, soit j'ai été sacrifiée à 16h. Donc c'était pas mon karma d'être comédienne. Vous voyez, c'était pas mon karma. Si cela avait marché, vous auriez aimé avoir un rôle récurrent comme ça dans une série? Bah oui, mais moi, quand je fais les choses, j'y vais à fond. Moi, j'étais partie pour être comédienne. Et je passais, je vous dis, 25 castings par semaine pour l'être. Donc j'étais extrêmement motivée. Mais force est de constater que ma vie a changé à partir du moment où j'ai commencé la télé. Il y a eu comme une évidence. Il n'y a plus jamais eu de galère. Enfin, j'ai jamais été une galérienne, même au moment de la comédie, parce que ça a toujours bien marché par le biais des publicités. Donc j'ai toujours bien gagné ma vie, j'ai voyagé, je n'étais pas en manque de travail. Mais en tout cas, c'était pas non plus hyper intéressant, vous voyez, comme rôle. Mais encore récemment, on vous a vu dans une série Pamela Rose aussi. Oui, mais là encore, vous avez vu? Vous l'avez vu ou pas? Non. Bah parce que voilà, faut... C'est assez court. C'est court, hein, c'est trop court. Hein. Mais non, mais parce que Danny Boone m'a gentiment aussi proposé de faire une participation dans son film, Michel Larocque, et à chaque fois, évidemment, je dis oui, parce que quel bonheur de participer. Mais moi, je considère, pour avoir fait ce métier, tenter de le faire en tout cas. C'est peut-être juste un début, un clin d'œil, c'est une participation. Pour moi, c'est pas ça jouer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas faire 30 secondes dans un film. Est-ce qu'il n'y a pas un jour où ça va changer, où ça va peut-être être un jour. En tout cas, je pense que j'ai mon petit talent de comédienne sur certains emplois. Hein, je peux pas tout faire, mais je suis pas dénuée de talent sur la comédie, mais je fréquente beaucoup les artistes, je les interviewe moi aussi, et j'ai une grande admiration pour les comédiens et les comédiennes. J'étais encore il n'y a pas si longtemps en train d'interviewer Karine Viard. Il y a un moment donné, voilà. Vous voyez, je sais reconnaître les très grands acteurs et les très grandes actrices, et si j'en avais fait partie, on le saurait déjà. Non, franchement, l'avenir nous dira le reste. Je ne pense pas. Je pense que parfois il y a un temps pour tout. Vous pensez? Il y a un temps pour tout. Oui. Mais c'était pas mon moment. Donc c'était la télé pour vous. Pour vous, vous êtes arrivé au must de télé, ce que c'est pas ça. vous Ça s'est déroulé comme une évidence. Alors, à un moment donné, moi, j'ai pas envie de souffrir. Hein. Donc, quand je vois qu'on m'attend à un endroit plus qu'à un autre, j'ai tendance à aller à l'endroit où on m'attend. C'est un peu ma philosophie de vie. Donc,
quand j'ai vu qu'en fait mon profil plaisait en télévision, j'ai commencé effectivement par la matinale de Canal. Très vite, au bout de 2 ans, j'ai été débauchée pour faire la présentation de l'émission Les Maternelles, qui était quand même, qui est toujours d'ailleurs une référence en termes d'émissions de parentalité, etc. Donc ça, quand même, c'était un sacré gap pour moi, un sacré challenge que j'ai adoré. Évidemment, mon enfant avait 3 ans, donc c'était le paradis d'animer une émission sur les sujets qui étaient les miens. Et après, il y a eu Le Meilleur Pâtissier. Alors encore une émission qui cartonne avec, je sais pas, une super image, une émission patrimoniale qu'on regarde en famille, etc. Donc encore l'autoroute. Et puis après, il y a eu Télématin. Donc là encore, l'émission que tout le monde regardait quand on était petit, patrimoniale, familiale, enfin génial. Et me voilà maintenant sur Affaires conclues, et ça recommence. Une émission que tout le monde adore. Donc j'ai un bol terrible en tant qu'animatrice, beaucoup plus qu'en tant que comédienne. Mais parce que vous savez vous vendre. Mais parce que je sais me vendre, certainement. Ça, c'est mes années de casting qui m'ont aidée. Et parce que vous êtes très bonne dans ce que vous faites, évidemment. Oui. Mais je pense que... Je me souviens, quand je vous avais interviewé à l'époque du Meilleur Pâtissier, tout le monde vous posait la question au début, est-ce que vous aimez la pâtisserie, et vous vous marriez en disant que non, vous ne saviez pas faire un gâteau, et qu'après, au fur et à mesure, vous avez acquis quelques compétences. Là, Affaires conclues, je crois que c'est pareil. Vous n'aviez pas forcément de connaissances très pointues sur... Et j'admire, je dois le dire, cette capacité à... Allez, j'y vais, quoi. Et je me pose pas de questions sur le domaine d'expertise, parce que de toute façon, c'est pas ça qu'on attend de moi, bien sûr. Mais vous avez raison, je pense que ça vient de mes années de casting où de toute façon, il fallait y aller, quoi. C'est, voilà, vous êtes face à la caméra et il faut bien dire quelque chose, hein. Faut pas être démuni. Donc, j'ai appris à avoir de l'aplomb. Voilà. Pour quelqu'un qui est un peu timide, c'est pas mal. J'ai appris à avoir de l'aplomb, à pas me laisser dépasser et à donner l'impression, après la réalité on s'en fiche complètement, on fait de l'image, à donner l'impression d'être quelqu'un comme on a envie de le voir. Ça, je sais très bien le faire. Et donc c'est vrai que je pense pouvoir donner l'image, la bonne image pour incarner certains programmes. Il faut en pas mettant votre petite patte aussi. Voilà, il faut pas que l'image elle soit trop loin de ce que je suis, parce qu'autrement. Je me souviens au moment du Meilleur Pâtissier, c'était juste après Faustine, je crois. Oui, mais à chaque fois je passe. À chaque fois je passe après des gens super compétents et super aimés, quoi. Mais ça, c'est l'histoire de la télévision. Je suis passée après Karine Le Marchand dans Les Maternelles, après Faustine Bollard dans Le Meilleur Pâtissier, après William Lémergie dans Télématin, après Sophie Davant dans Affaires conclues, et bientôt après Laurent Delahousse dans le 20h. Non, je rigole. Ça n'arrivera jamais. On va le prévenir. Je rassure Laurent Delahousse, un petit peu au courant, quand même. Qui me connaît, et je n'ai absolument pas envie de faire un JT, je le précise. Non, mais c'est génial. C'est génial d'être toujours... Enfin, pas d'être toujours, mais moi, je prends très bien le fait d'être appelée pour prendre la suite de gens qui ont marqué les émissions. Et enfin, je le prends très bien parce que par ailleurs, ça marche tout aussi bien. Parce que si ça marchait moins bien, je le prendrais mal. Oui, j'imagine que les premiers temps, on est à l'affût des audiences, de voir s'il y a un effet. Bon, moi, je suis toujours à l'affût des audiences. Je connais quelqu'un qui est à côté de moi qui peut le dire. Ouais, mais en même temps, mon attachée de presse, Françoise, qui est à côté de moi, et que je saoule souvent. Quand il y a une très très belle audience, je veux qu'elle le sache et qu'elle potentiellement le fasse savoir. Et quand il y en a une mauvaise, évidemment, je l'appelle pas. mais pour moi, c'est très important que les gens regardent l'émission. Ça fout la trouille quand on vous appelle, par exemple, pour Télématin, puis ensuite pour Affaires conclues, de se dire, faut que j'y aille. Non, vous y allez. Moi, j'ai pas du tout peur. Au moment où on me propose le poste, à chaque fois, je regarde mon interlocuteur et je le rassure. C'est même pas que je le rassure, je lui dis que je suis la bonne personne, je suis... voilà. Et une fois sur place, le jour J, je me dis... Maintenant, il faut y aller. Comment qu'on fait ? C'est là que le stress monte. Il y a une forme d'inconscience. Vraiment, il y a c'est l'adrénaline alors qui Oui, c'est l'adrénaline. Moi, je suis très inconsciente. Là, j'ai fait un prime récemment en direct. Et c'est vrai que c'était mon premier prime en direct. Et j'ai été tout à fait inconsciente. Je me suis rendu compte à 5, 4, 3, 2, 1 ce que c'était. Et c'est quelque chose, en fait. C'est-à-dire que c'est génial. C'est extraordinaire. On ressent une sensation... Mais on sent que c'est trop tard. On sent que c'est trop tard. On n'a pas peur de faire une connerie. Moi, je me pose toujours la question de dire une énormité. Je sais pas, le cerveau déraille. On le dit avant. On le dit avant à ses collègues, on dit des énormités par peur. Mais si vous me dites ça, Marie-Amélie, c'est que certainement, vous avez vécu ce qu'on a tous vécu dans une salle de cours, avoir envie de se lever et de crier des insanités à un moment donné.
ou dans le métro, on a tous envie de décompenser. Mais j'évite de le faire en direct à la télévision. Il vaut mieux se contrôler un minimum. Voilà, exactement. Mais c'est normal, il y a un vertige. Ce dont vous parlez, c'est le vertige finalement. Et ça, c'est génial d'avoir le vertige. Oui, après, ça donne un sentiment de satisfaction. Oui, mais c'est pour ça que les gens sont accros, je pense, à la télévision, non ? C'est que j'ai l'impression d'être tous ensemble devant un programme aussi. Oui, c'est très fédérateur et tous les programmes dont on vient de parler, le dénominateur commun, si vous me posiez la question, c'est le côté fédérateur. C'est que des programmes qui fédèrent les gens. Mais c'est vrai, c'est fou, non ? C'est des programmes, moi j'appelle ça patrimoniaux, parce que c'est le mot qui me vient, c'est-à-dire qu'ils font partie du PAF, vraiment du paysage audiovisuel français. On a annoncé la mort de la télévision il y a quelques années, mais elle est loin d'être morte en réalité. En fait, ce qui n'est pas mort, c'est la diffusion par le biais des écrans et le lien, effectivement, on voit toutes ces émissions qu'on peut regarder en famille qui cartonnent, en fait, c'est les seules à véritablement cartonner. Et c'est le cas d'Affaires conclues. Les grands-parents qui regardent avec les petits-enfants. C'est ça l'histoire d'Affaires conclues. C'est ça aussi le succès d'Affaires conclues. Moi, j'ai des témoignages. Maintenant, j'ai des gens de mon âge qui m'arrêtent dans la rue en me disant « Ma grand-mère vous regarde ». Donc ça veut dire qu'il y a des gens très âgés qui me regardent. Et puis, j'ai aussi des gens qui m'arrêtent en me disant « Oh là là, ma petite fille vous regarde, elle vous adore. Pendant les vacances scolaires, on vous a regardé. » Vous avez raison. C'est vrai que pendant les fêtes de fin d'année, nous, on était réunis en famille. On a branché Affaires conclues. Moi, j'adore cette émission en plus. Moi aussi, j'adore cette émission. Et ça passe. Et on reste devant et on est d'accord on s'extasie devant une statue de bronze. Et on est d'accord qu'en famille, ça passe chez nous. Crème. Mais... On est bien avec un petit plaid là, et puis on regarde. Un petit thé, des petits gâteaux. Ah non, c'est parfait. C'est l'émission parfaite, Affaires conclues. Mais vous aimez bien les émissions un petit peu cocooning, que ce soit télématin, voilà, on se réveille. En douceur. Voilà, parfois l'actualité fait que c'est pas du tout en douceur, et souvent d'ailleurs l'actualité fait que c'est pas en douceur, mais en tout cas vous essayez d'apporter du positif. Les meilleurs pâtissiers, c'est pareil, c'était l'incarnation très cocon, et là, Affaires conclues, c'est totalement ça également. Alors c'est pas moi qui décide, c'est les diffuseurs qui viennent me chercher et qui me proposent ce genre d'émission. C'est que je dois être plus la femme avec qui on a envie de se réveiller que celle avec qui on a envie de se coucher. Qu'est-ce que je vous dise ? C'est la morale de l'histoire, c'est l'histoire de ma vie, ça me va. C'est peut-être en train de changer, on vous confie de plus en plus de prime. Je suis matinale, je suis tout à fait matinale. Mais pas trop, je pense que vous êtes contente. 3h30, c'est pas matinal. C'est quand je me réveille. Non, mais par contre, me lever à 6h tous les matins, ça me va tout à fait, oui, ça j'adore. Mais oui, apparemment, je suis celle avec qui on a envie de se réveiller. C'est un beau compliment, non ? Oui, c'est vrai. Il y a un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques années. En tout cas, beaucoup de femmes ont osé parler de tout ça. C'est le sexisme et les agressions sexuelles dont elles avaient été victimes. Le milieu de la télé, comme le milieu du cinéma, ne sont pas des milieux épargnés, bien évidemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu personnellement, des formes de sexisme ? Tout le temps, en fait. Des formes de sexisme tout le temps. C'est marrant, je ne vois pas quand je ne l'ai pas vécu, en fait. Je suis plutôt en train de me dire quand est-ce que je n'ai pas vécu ça. Non, toujours. Après, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, que ça ne soit jamais suffisamment, je dirais, horrible pour ne pas avoir de porte de sortie, etc. etc. Mais oui, j'ai trouvé des comportements très injustes. Et comme je suis très sensible à l'injustice, ça m'a beaucoup travaillé. Et après, je suis assez... Je suis un peu colérique, en fait. Donc, quand je vois quelque chose qui est très injuste, je ne le laisse pas du tout passer. Je ne laisse pas les situations s'embourber. Donc, à chaque fois que j'ai eu affaire à une situation qui me paraissait injuste, parce que j'étais une femme ou parce que j'étais la femme que j'étais, j'ai pris le taureau par les cornes. Et je me suis battue, j'y ai laissé des plumes, mais je me suis vraiment battue. Et je sais qu'à plusieurs reprises, mes collègues féminines m'ont fait part, et notamment mes jeunes collègues féminines m'ont fait part du fait qu'il avait été inspirant pour elles de me voir me battre. Et ça il n'y a rien qui m'a fait plus plaisir que ça. Ça me fait extrêmement plaisir quand des jeunes femmes me disent bah ouais, t'as bien fait de répondre ça, et quand tu as répondu ça, ou quand tu m'as défendu face à ce comportement-là, je me suis sentie écoutée par toi. Pour moi, c'est essentiel. J'ai pas eu la chance d'avoir une fille.
J'aurais adoré avoir une petite fille, ne serait-ce que pour lui inculquer ça. Donc comme je peux pas le faire avec ma fille que je n'ai pas, mais je l'ai fait avec mon fils que j'ai. C'est important aussi de le faire auprès des garçons. Évidemment, c'est très important. Je le fais. C'est aussi important. Je le fais vachement. J'adore. Maintenant, je suis à l'âge où on peut avoir des stagiaires. Je suis à l'âge où on peut avoir des collaborateurs. Voilà. Et donc, quand ce sont des femmes, on a toujours ces discussions. Et quand je vois qu'il y a des situations d'injustice, je suis toujours. Elles savent qu'elles peuvent compter sur moi et c'est très important. Et je crois que les hommes qui m'entourent savent aussi que je suis pas commode. Donc j'ai de moins en moins de problèmes. Oui. Alors, est-ce que c'est lié à cette libération de la parole ou est-ce que c'est aussi en prenant un petit peu d'expérience d'âge? Je pense que c'est lié à l'expérience et à l'âge. Mais parfois, même à mon âge et à mon expérience, on peut encore être cueilli par des comportements tout à fait inadaptés. Tout à fait à côté de la plaque. Tout à fait à côté de la plaque. Mais... par exemple, dans des choses qu'on va refuser, qu'on va accepter un homme ou oui, des inégalités salariales? Mais une certaine forme de déférence qu'on peut avoir à l'endroit d'un homme qu'on n'aura pas à l'endroit d'une femme qui pourtant a le même poste. Vous voyez, ça m'exaspère. De devoir faire beaucoup plus que les hommes. Et de devoir faire allégeance parce que on protège beaucoup plus les hommes et nous les femmes la plupart du temps il faut qu'on se taise et qu'on aille au charbon et qu'on accepte soit des remarques, soit tout simplement un manque de reconnaissance parce que nous les femmes on n'a pas besoin de nous dire que c'est bien. Vous voyez, ça m'agace prodigieusement. J'adore les femmes. J'adore les femmes. Alors une fois qu'on a dit ça, super. Et je pense le prouver. C'est-à-dire que je suis toujours hyper fière d'une collaboration féminine. Toujours. Enfin, quand ça marche bien avec un homme, c'est cool. Mais quand ça marche entre femmes, c'est encore plus cool. Ouais, c'est encore plus fort, je trouve. Cette sororité, cette entraide, que je croise très rarement. Hein. C'est-à-dire que je crois à la sororité, j'y crois très fort. Ça me passionne comme sujet, mais la vérité, c'est que je la croise trop peu dans nos métiers. Et je suis pas la seule à le penser. On la croise trop peu dans nos métiers. Peut-être la génération qui arrive est beaucoup plus sensibilisée à ça aussi. Je pense. Alors sensibilisées, elles le sont, ça c'est certain. Mais est-ce qu'elles vont le mettre en pratique ? Parce que nous, le mot sororité, moi il y a 10 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est vrai, c'était pas très joli comme mot. Non, c'est vrai que c'est moche. Ouais, c'est moche. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, maintenant je sais ce que c'est. Il se trouve que j'ai la sensation de l'avoir toujours pratiqué parce que moi j'ai des très bonnes amies femmes et j'aime collaborer avec des femmes. Mais je sais qu'on peut être nos pires ennemis aussi, je le sais. Moi, la majorité des gros problèmes que j'ai eu dans ma carrière, c'est avec des femmes. Des femmes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Et les plus belles joies que j'ai eues dans ma carrière, c'est avec des femmes. Donc je pense qu'il faut aussi que nous fassions notre examen de conscience. Et tout simplement, ce sexisme ordinaire qu'on vit tous, quelle que soit notre expérience, si on était déjà, nous, les femmes, plus solidaires, donc plus en sororité, je pense qu'on arriverait à pas les éradiquer, mais à les atténuer, au moins les atténuer. Alors on va revenir sur Affaires conclues. Donc vous avez repris l'animation d'Affaires conclues en septembre et vous avez succédé à l'animatrice première et qui n'est pas n'importe qui est Sophie Davant. Voilà. Est-ce que ça a été difficile de succéder à une femme comme elle Ça n'a pas été plus difficile de succéder à Sophie Davant que de succéder à William Lémergie ou à Karine Le Marchand ou à Faustine Bollard. Ça a été un challenge. Mais comme je vous le disais, je suis assez habituée à passer après des grands noms de la télévision. Donc ça m'a paru normal. Par ailleurs, personne n'est irremplaçable. C'est certain. Moi-même, apparemment, je ne le suis pas. Et, c'est bien dommage. Mais il y en a une qui suit vos traces, c'est Marie Portolano. Et oui, exactement. Donc vous savez que Marie Portolano présentera Affaires conclues, mais dans 30 ans par contre. Parce que je vais pas lâcher l'affaire tout de suite. Donc Marie pourra présenter Affaires conclues dans une trentaine d'années si elle est toujours motivée. Je rigole, c'est une copine. Non mais c'est rigolo de voir un petit peu les... c'est des familles d'animatrices peut-être tout simplement. Des familles d'animatrices. On ne doit pas être si étrangères l'une et l'autre. Donc voilà. Mais non, par rapport à Sophie Davant, c'était plutôt... j'ai pas vu ça comme une charge. J'ai plutôt vu ça comme un challenge et comme un compliment et non pas comme un truc insurmontable. Encore une fois de plus, l'inconscience qui me caractérise.
Alors après, il y avait quand même tout un tas de personnes qui gravitent, qui sont dans cette émission. Je pense à Caroline Margeridon, Oui. qui est amie avec Sophie Davant. J'imagine que... Mais c'est mon amie aussi. Hein. Voilà, mais au Ça y début, est, hein. j'imagine qu'elle vous attendait un petit peu au tournant, je pense. Peut-être. En tout cas, elle m'a dit... Je me souviens, on s'était rencontrés dans le cadre de Oui. ce podcast au moment où vous étiez arrivés. Je crois qu'elle sortait du tournage de la première émission. Elle me dit, j'observe. Oui, mais alors elle n'a pas observé longtemps parce que je pense qu'elle Je est, crois elle est que- tombée en amour, et moi aussi. C'est une femme formidable que j'aime beaucoup. J'imagine, oui, qu'elle s'est dit Sophie, c'est ma pote, c'est qui est la nouvelle, normal. Mais on parlait de sororité tout à l'heure. Moi, je reconnais en Caroline une femme qui aime les femmes. Mm. Et je crois que j'ai pas mis beaucoup de temps, ni elle ni moi, on n'a pas mis beaucoup de temps à être séduites l'une par l'autre. J'aime beaucoup la femme qu'elle est. Elle est géniale. Et si elle me donne un peu de son amitié, c'est déjà très bien. De Voilà. voir comment elle a réussi dans ce domaine Mais elle d'homme, est géniale. c'est déjà Elle est une géniale. prouesse. Je suis allée à lui rendre visite là, il y a 2-3 semaines. J'étais la voir sur son stand des puces au marché Biron, et je l'ai vue faire avec des gens qui rentraient dans la boutique. Mais je me suis dit, mais c'est une artiste. Là, elle parlait des objets, elle était super, super forte, hyper commerçante, crevante. Bah, c'est Caroline Margeridon, elle est crevante. Je crois qu'elle épuise son partenaire de danse avec les stars. Elle est crevante, elle le sait. Et moi, je la trouve adorable, voilà. Donc, j'ai rencontré des gens formidables sur Affaires conclues. Vous parliez de personnages saillants comme Caroline Margeridon, mais moi, je suis tombée en amour d'Harold aussi. Alors, normalement, c'est l'école des fans, on est censé aimer tout le monde pareil. Mais il est vrai qu'il y a quelques personnages saillants comme ça. Forcément, on a des affinités. Ah, mais globalement, avec certains. vraiment, je m'entends bien. Et ça, il y a vraiment une formidable ambiance. Il faudrait un jour que vous veniez sur le plateau d'Affaires conclues pour vous en rendre compte. C'est vraiment très sympathique. Mais il est vrai que, par exemple, quelqu'un comme Harold, c'est ma passion, Harold. C'est la passion de ma mère aussi, c'est la passion de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Harold est génial. Harold est génial. C'est le gendre idéal. Oui, ce petit côté suranné comme Même ça. si c'est un peu sexiste de dire ça, pardon. Oui. Je me rends compte. Oui, bah moi aussi, parfois je me rends compte que c'est un peu sexiste, mais il en joue, parce que c'est tout sauf un gendre idéal. Donc, c'est un coquin, Harold. Le gendre idéal moderne. Oui, c'est un gros coquin, Harold. Je le dis à tous vos auditeurs, il est très très marrant, et sous ses airs comme ça, un peu, je sais pas comment dire, classique, disons, c'est un déglingo en fait. Je sais pas, s'il entendait le mot déglingo, il dirait. Mais Je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Non, mais il adore faire des petits pas de côté comme ça. Il est très pince sans rire à l'anglaise. Il est formidable, ce garçon. Sa personnalité que j'aime beaucoup, et par ailleurs son savoir sur les objets qui me passionne. Je pourrais l'écouter parler des heures, mais lui et les autres commissaires-priseurs. Je pense à Yves, je pense à Delphine, je pense à Diem. Mais je les adore, et à chaque fois il raconte une histoire. C'est pas la même façon de raconter l'histoire de l'objet. Harold ne raconte pas l'histoire de l'objet de la même façon que Delphine. Et moi, franchement, j'ai l'impression à chaque fois qu'on me lit l'histoire du soir, vous voyez, qu'on ouvre un livre, et il était Mais une la fois. sensation qu'on a en Mais regardant cette émission, de toute Il façon. était une fois un bougeoir du XVIIe siècle. Là, il va s'animer, il va nous parler, le bougeoir. Mais voilà, donc, et ça, c'est du côté de la salle des enchères, et puis du côté de la salle des ventes, j'y suis moins, mais parfois j'y vais pour voir les enchères s'envoler, féliciter le grand gagnant. Mais c'est génial cette émission, et je sais pas qui l'a inventé, mais c'est dommage que ce soit pas moi, parce que c'est un truc de génie, ça. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet. Justement, lorsque j'ai rencontré Sophie Davant, qui a été l'une des premières invitées de ce podcast, on parlait de la difficulté de vieillir à l'antenne. Elle me disait que voilà, la manière de s'habiller est critiquée. Quand on est une femme, on regarde les rides. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, vous, de vieillir à l'antenne et d'être potentiellement critiqué, analysé sans cesse ? Alors, je m'en fiche complètement. J'arrive à me détacher, heureusement, de l'image qui est la mienne. Autrement, j'en serais très, très malheureuse. C'est sûr que je suis plus la même que sur la matinale de Canal+. En même temps, c'est normal, j'avais 15 ans, voire 20 ans de moins. Donc oui, je ne fais plus du 36 de confection depuis bien longtemps. J'ai des rides, j'ai les paupières un peu plus tombantes, etc. Mais
c'est l'avantage et le désavantage de nos métiers, c'est que comme c'est un métier d'image, l'image change avec le temps, et heureusement. Si elle était figée, tout le monde dirait elle n'a pas d'âge. Donc là maintenant on sait que j'ai mon âge. Moi je trouve que vieillir sur le service public, déjà c'est peut-être le meilleur endroit à la télévision. Un peu plus facile. C'est déjà plus facile parce qu'il y a une vraie représentativité qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc je pense que c'est pas le plus mauvais endroit pour faire carrière quand on a dépassé l'âge de 40 ans. Enfin moi j'approche plutôt de celui de 50. Et vous voyez, c'est marrant cette petite coquetterie. J'ai dépassé 40, en fait ça fait 8 ans que j'ai dépassé 40 ans. C'est mignon. Et justement, bon, allez, on a encore 2 ans, mais l'approche de la cinquantaine, c'est souvent vu par les femmes. Enfin voilà, on parle souvent de ce cap des 50 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez J'ai vraiment aucun souci avec mon âge. Aucun souci pour dire que j'ai 48 ans. Aucun souci pour dire que donc, dans 2 ans, puisqu'on sait bien compter, j'en aurai 50. Je trouve ça génial. Enfin, c'est pas... Avoir la chance de vieillir, avoir la chance d'être en vie, en bonne santé. Je sais pas, je trouve ça... J'étais peut-être une femme plus fine et plus jolie à 30 ans, j'en sais rien, mais pas... Je me sentais moins bien dans mes baskets. Pas aussi épanouie que maintenant. Oh oui, là je me sens très très bien. Je suis qu'avec des gens que j'aime, parce que les gens que je trouvais toxiques ou qui me correspondaient pas sont sortis de ma vie parce que je l'ai décidé. Je fais un métier qui me plaît parce que tout ce qui n'était pas exactement ce que je devais faire ne fait plus partie de ma vie. Donc en fait on est très centré quand on vieillit. On voit peut-être moins de gens, mais on voit les bons et on fait les bons choix. On arrive à dire non. Moi, je dis non à plein de trucs et je gagne du temps en disant non. Je sais pas, je me sens beaucoup... Alors oui, si vous me posez la question, est-ce que j'aimerais être cette femme qui approche la cinquantaine avec le physique de la dame qu'elle était quand elle avait 30 ans ? Probablement que oui, mais probablement que oui, est-ce mais que c'est important ? Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. J'ai envie d'être une belle femme vieillissante. Voilà. J'ai envie d'être une jolie femme qui vieillit. Je trouve ça déjà pas mal. C'est déjà bien. Hein. Bon et quand vous voyez la beauté de cette femme, j'ai vu un film avec Fanny Ardant. Mais je viens de voir un film avec Fanny Ardant, une comédie qui s'appelle Les Rois de la Piste, que je vous conseille d'ailleurs, qui est formidable. Mais elle est d'une beauté, et je suis allée voir son âge, donc je vous le dirai pas parce qu'elle n'a pas forcément Kassovitz, c'est ça ? Avec Kassovitz, c'est une beauté, mais on oublie complètement. Enfin, son âge n'est, c'est incroyable. J'ai juste vu la bande-annonce et je me suis dit la même chose que vous. Elle est dingue. Je l'ai interviewée par ailleurs pour un autre film il n'y a pas longtemps, et je me suis retrouvée face à cette femme, mais elle est dingue. Mais d'une beauté, et à ce moment-là, quand vous regardez Fanny Ardant, vous n'avez pas envie d'avoir 30 ans, vous avez envie d'être Fanny Ardant en fait. Est-ce que cette médiatisation aussi, elle est lourde à porter ? J'imagine qu'on vous reconnaît évidemment dans la rue. Oui, alors pas tant que ça. Alors comme me dirait mon fils, c'est parce que t'es pas maquillée dans la vraie vie, maman. Là, vous me voyez, j'ai ma tête d'animatrice, mais c'est vrai que dans la vraie vie, parfois je mets un petit coup de mascara et je suis moins apprêtée. Et pour le coup, je suis en basket. Donc oui, on me reconnaît. C'est pas la folie, ça va, je prends le métro, j'ai pas... je suis pas très embêtée par ma notoriété. Je connais des gens autour de moi bien plus connus où c'est bien plus embêtant. Moi, ça passe crème. Je suis à un niveau de notoriété qui est génial. C'est-à-dire que je peux avoir une bonne table au resto et je peux prendre le métro. Mais il y a quelque chose, je sais, vous dites stop, c'est toutes ces questions sur votre vie privée. Ah oui, parce que là... vous qui êtes un magazine qui rendait hommage aux femmes, mais pourquoi ? Déjà parce que j'ai pas envie d'en parler, parce que c'est mon intimité, mais au-delà de ça, c'est vraiment pour moi le côté féministe dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on parle de mon mari, de moi, très souvent ? Ça peut arriver. Et quand ça arrive, limite, j'en suis fière. C'est ton tour maintenant. C'est ton tour maintenant. Mais en vrai, c'est toujours à nous les femmes. C'est toujours nous les femmes à qui on pose la question. À qui on pose la question de et alors. Et être réduite à être la femme de. Et puis la question, c'est quelle question ? Si vous pouviez me poser la question, quelle serait la question ? Ça va être est-ce que votre mari est content de ce que vous faites ? Voilà. Non mais c'est quoi la question ? Il n'y a pas de question. Si mon mari était mon producteur, si mon mari était un... Non mais justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a toujours des questions, mais sur toutes les personnalités. Mais si la question elle est liée au travail, si par exemple vous faites avec votre mari, je sais pas moi, un film, une aventure, et qu'à ce moment-là, c'est pas de votre mari dont on parle, c'est de l'aventure professionnelle que vous avez vécue ensemble. Si c'est juste pour m'entendre dire est-ce qu'il est content quand il regarde Affaires conclues, je trouve qu'effectivement, c'est pas me rendre hommage, et ça n'est pas lui rendre hommage, ni à moi, ni à lui, ni à l'émission par ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez regardé un
un petit peu les questions qui sont posées sur vous sur Internet. Ah oui, genre quand on tape Julia Vignali. Voilà. Alors il y a Julia Vignali enceinte. Donc je rassure tout le monde, j'ai 48 ans, là c'est mort. Donc non, c'est pas ça. Donc, non mais j'ai vu ça bien sûr. Mais c'est vraiment autour de enceinte, votre vie Julia privée. Vignali compagnon, Voilà. donc, avec qui elle sort. Pourquoi Et je crois qu'il y a quelle émission présente Julia Vignali. Il me semble que c'est la 3e. Ah d'accord. En tout cas quand j'ai regardé ce week-end. Ça c'est plutôt pas mal, non? C'est plutôt pas mal du coup. Elle devrait venir plutôt en premier. Ça veut dire que les gens s'intéressent. Peut-être qu'elle va remonter. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, la petite? Qu'est-ce qu'elle fait dans la... Ou âge aussi, je crois. L'âge aussi. Les gens doivent savoir quel âge j'ai. Peut-être. Ouais, je crois. Ça, les gens, la taille, l'âge, ça c'est. La taille, l'âge, le poids. Voilà. Et avec qui on couche. Voilà. Super. Merci. Alors attendez, parce que je regarde un petit peu le temps qui nous reste pour un petit peu. 10 minutes. Non, moins. 5 minutes, c'est très bien. 5 minutes. Alors, vous en parlez tout à l'heure, vous avez un fils, il a quel âge? Mon fils a 17 ans, il s'appelle Luigi. Et voilà, c'est l'amour de ma vie. Salut. Voilà. 17 ans, c'est un peu un âge compliqué ou justement on a passé l'âge compliqué à cet âge-là? Il n'a jamais été compliqué. J'ai eu beaucoup de chance. Moi, j'ai un enfant qui n'a jamais qui n'a jamais été compliqué. Je faisais l'interview de Karine Viard, décidément. Je la cite beaucoup. Mais parce que je peut-être la prochaine invitée du podcast, j'aimerais beaucoup. C'est une femme formidable et elle a fait un film sur Madame de Sévigné dans laquelle justement elle joue avec Anna Girardot et on voit ce rapport mère-fille qui est atroce parce que Madame de Sévigné voudrait faire de sa fille une fille très indépendante comme elle l'est elle et donc j'ai interviewé Karine Viard au sujet de son rôle parce qu'elle-même est maman et je lui dis est-ce qu'il vous est arrivé vous telle Madame de Sévigné d'être un peu intrusive et d'écrire 1000 textos à vos filles? Voilà, à l'époque c'était des missives, mais là en l'occurrence des textos. Et elle m'a dit une phrase que je trouve très inspirante. Elle me dit, mais non, parce que moi j'ai élevé mes enfants dans l'idée qu'en fait, s'ils avaient envie de me voir, c'était plutôt par plaisir que par devoir. Et c'est vrai que moi j'essaie d'être cette mère pas intrusive pour que mon fils ait envie de me voir par plaisir et pas par devoir. Donc quand il n'a pas envie de me voir, je me dis que c'est qu'il a mieux à faire. Et à 17 ans, on a mieux à faire que de rester avec sa mère à la maison. C'est vrai, non ? Une belle relation en tout cas. Oui, vraiment. Parce que quand il me voit, c'est qu'il en a envie. C'est-à-dire pas d'obligation. Non, mais bon, c'est très bien. C'est naturel en tout cas. Oui, c'est naturel, exactement. Et c'est pas un enfant qui est dans la culpabilité, en train de me dire maman, je vais pas pouvoir être là ce soir pour rester avec toi. Il fait sa vie. Et moi, je suis fière qu'il fasse sa vie. Les enfants sont faits pour décoller de chez nous, pour s'envoler. Il faut s'habituer. Si vous en avez, préparez-vous, ils vont partir. Non, j'en ai pas encore. Mais préparez-vous, ils vont partir un jour. Ah vraiment, ils sont là. Il n'y a pas plus ingrat qu'un enfant, et tant mieux. Et ça passe très vite, paraît-il. Ouais, mais tant mieux qu'ils soient ingrats. Heureusement que nos enfants ne sont pas en train de se dire je peux pas faire ça à ma mère, je peux pas partir, je vais rester avec 40 elle. ans. Voilà. Non, donc moi, je suis très fière que mon fils ait très envie d'être loin de sa mère. On va parler un petit peu des projets. Donc vous avez animé récemment ce Prime autour de la mémoire. Est-ce que vous espérez que ce jeu revienne rapidement ? Moi, j'espère avoir un maximum de challenges à venir. Comme je vous disais, je suis un peu shootée, je pense, à cause de cette formation de casting, etc., shootée à l'adrénaline et aux nouvelles expériences. Donc cette expérience du direct en prime, j'ai adoré. Là, je viens de tourner une émission qui me plaît beaucoup sur les sosies vocaux. Voix de star. Voix de star, exactement. Et ça, j'ai adoré aussi d'être un peu dans un autre rôle, finalement, de meneuse de revue, disons, même si c'est pas moi qui lève la jambe, mais en tout cas de faire le go-between, c'est-à-dire de faire le lien entre les artistes qui viennent se produire et le jury et le public qui va les juger. J'ai trouvé ça très agréable de faire ce lien-là. Donc on va devoir deviner s'il s'agit... En fait, le jury et le public à 50-50 va devoir voter pour savoir si la voix qui vient d'être entendue est bien une voix de sosie vocale. Qu'est-ce qu'un sosie vocal ? La question est importante. Ce n'est pas un imitateur. Un imitateur comme Michael Gregorio qui fait partie du jury ou même Liane Folly peut vous imiter une centaine de voix. Un sosie vocal n'est pas un imitateur, c'est une personne qui est capable, quand il parle et quand il chante, si vous fermez les yeux, vous avez affaire à l'artiste unique dont il est le sosie vocal. Donc c'est pas
un imitateur qui a une centaine de voix, c'est une personne qui a une seule voix qui est celle de l'artiste unique. C'est pas le meilleur chanteur non plus, c'est pas The Voice. On n'est pas en train de voir qui chante le mieux. Mais en fait, qui est le sosie vocal de la personne, ça, c'est ce que le jury et le public va chercher et va voter. Ça va être bluffant. Ah, c'est génial. Parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que parfois, vous avez des gens qui ne ressemblent pas du tout physiquement à la voix. C'est ça peut être assez troublant. Mais c'est extrêmement troublant, c'est génial. Et en fait, les producteurs qui ont pensé cette émission sont partis d'un vrai phénomène de société. Il y a de plus en plus de tributes, comme on dit, c'est-à-dire des hommages faits à des artistes, que ce soit les Goldman, qui seront présents d'ailleurs au cours de l'émission, qui est un groupe qui rend hommage aux chansons de Jean-Jacques Goldman, mais également Elton John. Il y a un gars qui n'est pas le vrai Elton John, mais qui fait toutes les chansons d'Elton John, qui sera avec nous. Mes parents, pour Noël, ont reçu un cadeau pour aller voir les Beatles. Alors, donc, pas les vrais, mais le tribute. C'est vrai qu'il y a toute cette nostalgie, que ce soit à la télévision, dans la musique. Et ça cartonne. Et les producteurs, de manière très opportuniste, ont eu bien raison de s'emparer de ce phénomène de société. Et voilà, et de mettre en avant ces sosies vocaux qui, par ailleurs, tous les week-ends sillonnent la France pour passer des concours. Hein. C'est un vrai phénomène. Ah oui. Et donc, moi, je les ai fréquentés le temps de 2 soirées. Et j'espère que ça va rencontrer son public parce que c'était vraiment hyper réjouissant de faire ça. J'ai adoré. On a hâte de voir cette mécanique en tout cas. Et puis peut-être bientôt un prime d'affaires conclu. Oui, on en a tourné un. On en a tourné un et on attend de savoir quand est-ce que ça va être diffusé. En tout cas, le principe est simple, c'est un duel des brocantes. Une équipe qui se trouve à L'Isle-sur-la-Sorgue et une équipe qui se trouve à L'Isle-sur-la-Sorgue et une autre qui se trouve à Lisieux, et avec des experts à chaque fois qui les aident à bien acheter sur une brocante au cul du camion, c'est l'expression consacrée, dès 6h du matin. Génial. On était avec la lampe torche en train de chercher les meilleurs objets pour ensuite les vendre et faire le plus grand bénéfice possible. C'est ça la mécanique de l'émission. Le Très duel bien. des brocantes. Bon, alors on a hâte de voir ça. C'est aussi tout un phénomène. On a les chinés, c'est incroyable. Ça aussi. Hein. Mais depuis des années. Donc, et puis avec les temps qui courent, c'est-à-dire voilà, cette nécessité de ne pas surconsommer. Enfin, je veux dire, du neuf, quoi. Finalement, Affaires conclues est une émission, certes, qui a 7 ans, mais c'est une émission qui était précurseur et hyper tendance de ne pas jeter, de restaurer ses objets. On a ce petit programme à l'issue de l'émission qui s'appelle La vie des objets, où on voit qu'en fait les objets, il ne faut pas les jeter. La plupart du temps, il faut les restaurer. On peut leur donner une autre vie. Moi, je trouve que c'est des sujets qui sont très important à l'heure où on se parle. Est-ce que vous-même, vous avez fait des acquisitions dans l'émission ? Oui, moi-même, j'ai fait des acquisitions. Alors, pas dans le cadre de l'émission, parce que je trouve que c'est pas le lieu, c'est pas l'animatrice qui va acheter les objets. Ça vous a donné envie après Mais du coup, je suis allée au puce, j'ai pris les photos des objets qui me plaisaient, je suis allée les chercher sur Internet pour voir s'il y en avait qui ressemblaient. Oui. En fait, je puise mes inspirations. C'est cher. Oui, les puces, c'est très cher. J'ai acheté un truc. Moi. Ouais, c'est très, très cher. Il faut négocier. Hein. Oui. Tout. Et en fait, quand on voit les prix en province, dans les petites brocantes de région, c'est là qu'il faut faire des affaires. En fait. Sur la Sorgue, c'est comme Paris. Hein. Oui. C'est comme il y a des endroits comme ça où c'est particulièrement cher. Et il faut savoir bien négocier. Déceler, et pas être pris pour un pigeon. Un petit peu. Et pas être pris pour un pigeon, parce qu'effectivement, ça peut vite arriver. D'où le duel des brocantes, avec des petits tips, des petites astuces bien utiles. Voilà, pour pas se faire avoir quand on brocante. Donc on va devoir se quitter. Voilà. Mais on a quand même passé 50 minutes ensemble. On a déroulé ma vie là. Hein. Est-ce qu'on a bien déroulé votre vie? On a commencé par l'enfance et on a terminé par mon âge. On est obligé d'aller un peu plus vite. Mais on a terminé par mon âge, 48 ballets, plus les projets qui vont me mener, je vous l'ai dit, encore 30 ans sur Affaires conclues. Donc, et on va refaire un petit retour en arrière. Quand vous regardez le parcours que vous avez parcouru, vous êtes fière ? Moi, je suis extrêmement fière du parcours. C'est pas l'endroit où on arrive qui compte, c'est le chemin. Alors, qui nous a dit ça ? Il faudra retrouver sur Internet. Mais en tout cas, tout ça est tout à fait vrai. C'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin. Et le chemin, je l'ai trouvé beau, quoi. Parce qu'il a été escarpé, il y a eu des fausses routes, il y a eu des chemins moins évidents que d'autres, il y a eu des autoroutes parfois. C'est chouette quand même. Enfin, moi, je suis très fière. Ouais. Alors, est-ce que je suis fière de moi ? Je sais pas. Parce que est-ce que c'est moi qui ai créé tout ça ? Pas sûr. Mais en tout cas, ce que je peux dire de moi, c'est que de temps en temps, j'ai su voir les opportunités et les saisir. J'ai su ne pas passer à côté. Voilà. Après, tout n'est pas grâce à moi, c'est beaucoup de chance aussi. Mais je peux être fière au moins d'avoir saisi les opportunités et de les avoir vues.
Qu'est-ce qui vous ferait vibrer encore plus là? Ah bah d'en voir d'autres, de continuer. Du cinéma ou de la télé? Les deux? Vraiment, là, je vais vous dire la télé parce que c'est ce qui me paraît le plus évident. Mais si demain, d'un seul coup, je voyais l'autoroute se profiler vers le cinéma, je la prendrais. J'ai pas envie de souffrir, on l'a déjà dit. Je vais vers ce qui est le plus simple, le plus facile, le plus évident. Parce que finalement, pourquoi tourner le dos aux bras qui s'ouvrent? Moi, j'ai envie de câlin. Hein. Je trouve que c'est une belle phrase de fin. Hein, allez, venez, on va se faire un câlin. J'ai mis un peu de soleil dans cette journée morose. On a commencé par le soleil est de plus en plus sombre en plus. Bon, je vous fais des câlins tous. Et voilà. Merci beaucoup, Julia. Au revoir. Merci. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-nous sur toutes les plateformes en vous abonnant ou en mettant des petites étoiles. Et retrouvez plus d'épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!